Radio Kids, une émission en direct où les jeunes du club journalisme vous présentent chroniques, infos, interviews. L'info ludique et pédagogique avec les équipes de Radio Fréquence Méditerranée. Radio Kids, c'est tout de suite. Radio Kids, c'est maintenant. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, moi c'est Boris en direct de Stanislas. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la 3e édition de l'atelier radio de Stanislas Nice. Je suis accompagnée de Victoire, Julia, Jeanne, Alexandra, Julia, Louise, Juan, mais sans oublier Chinao, moi-même, Manon, Kimi, Emma. Et oui, cette année aussi, les jeunes chasseurs d'actu de Stan sont de retour pour des chroniques toujours plus étonnantes. Trêve de blabla et voyageons dans le temps pour découvrir un vrai génie, j'ai nommé Leonardo da Vinci. Et oui, c'est ça. Je vais vous présenter un génie de l'histoire, Léonard de Vinci. Je vais commencer par sa biographie. Léonard de Vinci naît le 15 avril 1452 à Vince, en Italie. À l'âge de 15 ans, il entre dans l'atelier d'Andrea del Verrocchio à Florence. Il y apprend la peinture, la sculpture et le dessin technique. De 1482 à 1499, Léonard de Vinci travaille au service d'un duc, à Milan. L'artiste s'intéresse de plus en plus à observer de la nature et faire des expériences. Il est très curieux. Selon lui, le savoir scientifique peut s'acquérir en observant les objets et en les reproduisant fidèlement en dessin. Léonard de Vinci note ses observations dans des cahiers. Il écrit ses réflexions sur la peinture, l'architecture, la mécanique, l'anatomie, la technique du vol et il a fait aussi des plans de fortification et a amélioré certaines armes de guerre. Il était un ingénieur militaire efficace. Ainsi, plus de 300 ans avant l'invention des appareils volants, il conçoit les plans d'un avion et d'un hélicoptère. En 1503, Léonard de Vinci retourne à Florence. Il y poursuit ses travaux scientifiques et réalise par ailleurs 4 grandes toiles, dont la Joconde. En 1516, il s'installe au manoir de Cloux, aujourd'hui le Clos Lucé, près d'Amboise, en France, où il est invité par le roi François Ier. Là, il consacre la majorité de son temps à écrire. Léonard de Vinci y meurt le 2 mai 1519. Et le saviez-vous, il écrivait en miroir parce qu'il était ambidextre et écrivait de la droite vers la gauche quand on est gaucher, évite de passer la main sur l'encre encore humide. Il organisait des fêtes géantes. Il s'occupait de la musique, des feux d'artifice, des décors. Il était le roi de la fête. Il a inventé la technique de peinture qui consiste à rendre flous les contours des personnages et des paysages. Cette technique est appelée le sfumato. Ensuite, on va parler de sa peinture la plus célèbre, la Joconde. La Mona Lisa de Léonard de Vinci est un des tableaux les plus célèbres du monde. Ce portrait représenterait Lisa del Giocondo, épouse d'un marchand florentin. Mona Lisa est ainsi surnommée la Gioconda, soit en français la Joconde. Léonard de Vinci, qui avait procédé à de nombreuses esquisses pour ce tableau, réalise cette peinture à l'huile sur panneau de bois de 1503 à 1506 à Florence. Enfin, demain, il va sortir un film d'animation appelé Léo sur la vie de Léonard de Vinci. Merci de m'avoir écouté. Merci Chinao pour ces chroniques. Maintenant, passons à un film pour lequel nous avons versé une larme. Je ne parle pas de n'importe quel film, je parle bien sûr du film Titanic, présenté par Julia et Jeanne. À vous de jouer. Merci Boris. Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un des films qui a le plus marqué l'histoire, tiré d'une réalité qui nous laisse dériver avec cette belle histoire. Le film Titanic a été réalisé par James Cameron. C'est un film dramatique américain, écrit, produit et réalisé par James Cameron. Il est sorti en 1997, intégrant à la fois des aspects historiques et fictifs. Le film est basé sur le récit du naufrage RMC Titanic et met en vedette Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Il raconte l'histoire fictive de 2 jeunes passagers du paquebot Titanic en avril 1912. L'une, Rose, est une passagère de première classe qui tente de suicider pour se libérer des contraintes imposées par son entourage, et le second, Jacques, un artiste pauvre, est embarqué en dernière minute de 3e classe pour retourner aux États-Unis. Il se rencontre par hasard lors de la tentative de suicide de Rose
et vit une histoire d'amour vite troublée par le naufrage du Titanic. Le Titanic commence à couler vers 23h et coule définitivement vers 2h du matin, emportant nos deux jeunes amoureux. David Blair, très affecté par cet événement, a conservé cette clé après le naufrage. L'objet a depuis été vendu aux enchères. Il a beaucoup de valeur car on suppose qu'il aurait pu sauver le Titanic. En effet, lors d'une enquête officielle, le naufrage de Fred Lanson, l'un des veilleurs, confia avec certitude que si le capitaine n'avait pas oublié de donner la clé de la boîte qui contenait les jumelles en se relayant, alors il aurait pu voir l'obstacle plus tôt et ainsi éviter la catastrophe. Merci de nous avoir écoutés. Je laisse la parole à Boris. Merci les filles pour ces révélations qui nous font remettre en question cette tragédie tout de même importante. Et passons maintenant à la tragédie maritime, à l'intrigue numérique. Voyageons ensemble dans le passé pour émerger dans l'ère des hackers. Victoire Didvik. Comme a dit Boris, aujourd'hui je vais vous parler des hackers. Alors un hacker, c'est quoi ? C'est une personne qui recherche les moyens de contourner les protections logicielles et matérielles. C'est illégal. La peine peut être de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende, voire 3 ans et 45 000 € d'amende en cas de modification ou suppression de données dans ces systèmes. Les premières personnes qui ont piraté illégalement sont les Bordelais en 1834. Ils ont détourné un réseau de télégraphe pour avoir la primeur d'informations bancaires. Ça date, mais le plus impressionnant, ce sont les chiffres. Il y a 65 vols de données par seconde. En 2016, Yahoo a avoué que 1 milliard de données de leurs utilisateurs ont été volées et que les entreprises françaises subissent environ 29 cyberattaques par an. Ça fait peur. Certaines personnes ont le droit de hacker. C'est même un métier. Il existe. C'est ce qu'on appelle des hackers éthiques. Des entreprises payent ces personnes pour qu'elles trouvent les failles de leurs logiciels pour mieux les protéger. Face aux menaces, les bonnes pratiques. Je vous donne mes meilleures astuces pour les mots de passe. Les professionnels conseillent de changer les mots de passe tous les 3 mois. Et lors de leur création, varier chiffres, majuscules, minuscules. On évite de se connecter dans un Wi-Fi ouvert. Exemple, dans les cafés, les magasins, à l'aéroport. Et pour la méthode la plus courante, les emails et les SMS douteux, où les liens et les messages viennent d'un organisme soi-disant officiel. Ça vous amène à fournir des informations personnelles. La meilleure astuce est qu'il faut avoir un minimum de vigilance, vérifier les liens et se méfier des messages contenant des fautes d'orthographe ou et dans une langue étrangère. J'espère que ma chronique vous aura aidé. Merci de m'avoir écouté. J'ai trouvé toutes ces informations dans le magazine Science et Avenir numéro 852 qui est paru en février 2018 et sur Brut Média, un hacker éthique et sur le site Silicon, les 10 mondes qui font peur. Merci Victoire. Et après avoir exploré l'univers fascinant des hackers et de leur intrigue numérique, plongeons maintenant dans un territoire léger mais parfois loufoque où les conversations prennent une tournure surprenante. Bonjour à tous et à toutes. Nous allons aujourd'hui vous parler de sondages que nous avons fait parmi tous les collégiens de Stanislas. Débutons avec les applications préférées des jeunes. Vous demandez-vous sur quelles applications nous passons le plus de temps sur nos téléphones ? Eh bien, la réponse est YouTube, qui se classe en haut du tableau des scores avec environ 32% des collégiens. Il distance TikTok, qui se hisse donc à la 2e place avec 21% des votes. Mais YouTube reste l'appli préférée pour les filles comme pour les garçons. Passons maintenant au style de livre. De ce côté-là, le résultat ne fait aucun doute. Avec 54% des collégiens qui préfèrent en lire, les romans remportent haut la main la victoire. Mais n'empêche que les mangas n'ont pas volé leur 2e place avec 18% de fans. Nous allons ensuite vous parler de sport. Mais uniquement ce que l'on pratique au sein de notre établissement. Cette fois-ci, nous avons des ex-aequo. Avec chacun 21% de personnes qui aiment les pratiquer, le ping-pong et le volley se positionnent tous deux en tête. Mais ils sont suivis de près par le basket, sport préféré des garçons. Le prochain sondage est depuis toujours un grand débat. Les animaux préférés. Comme nous pouvons nous en douter, les chats et les chiens se sont disputés la première place. Mais finalement, ce sont les chiens qui terminent devant les chats avec 21% des votes. Tandis que les petits félins finissent 2e avec 19% des votes. Le prochain sondage porte sur quelque chose de fondamental au collège. Les matières préférées. Cette fois-ci, ce fut très serré entre 3 matières. Mais le vainqueur n'est ni l'histoire-géographie, la matière préférée des filles, qui remporte 21% des votes, ni le PS, la matière préférée des garçons, avec 22% des votes, mais bien les maths, qui cumulent 24% des votes. Bien, passons maintenant à notre saison préférée. Il semblerait que la saison actuelle fasse le plus d'heureux. En effet, l'hiver, cette saison où le froid règne, rend 42% des collégiens heureux. Totalement à l'opposé, l'été,
arrive à se placer à la seconde place avec 29% des votes. Derrière se trouve le printemps et l'automne qui comptabilisent respectivement 22% et 7% des votes. Parlons maintenant de couleurs, 2 en particulier. Et d'ailleurs, la majorité des filles et des garçons soutiennent chacun l'une des 2 couleurs. Nous avons en premier lieu le bleu pour les filles et le rouge pour les garçons. Ce fut très serré, mais finalement le rouge triompha avec un vote de plus que le bleu. Et pour finir, le dernier sondage. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quel pays serait le mieux pour des vacances ? Eh bien, un quart des collégiens de Stanislas vous conseille le Japon. Mais les États-Unis sont aussi une très bonne destination d'après 13 autres %. Ce qui clôture nos sondages. Au revoir et portez-vous bien. Radio Fréquence Méditerranée, www.fmradio.fr. Merci Kimi et Manon pour ces sondages improbables et passons à une chronique qui va nous faire fondre les animaux présentée par Louise. Merci. En effet, aujourd'hui, je vais vous présenter certaines capacités des êtres vivants. Les êtres vivants, pour vous, un banal sujet. Mais je vais vous montrer que sur n'importe quel banal sujet, on peut en tirer des infos palpitantes. Alors attachez vos ceintures de sécurité, on décolle. En route pour le pays des êtres vivants extravagants. Commençons avec un bulletin spécial gluant. Les escargots, avec leurs 14 000 petites dents, pourraient gagner la médaille d'or à la compète de la dentition extrême. Et pour les escargots de luxe, on grimpe à 25 000 dents. Attention aux bisous, ça pourrait être craquant. Pour les choses baveuses, l'être humain aussi est un champion. Un humain produit 1,5 litre de salive par jour. Assez pour remplir beaucoup de verres de salive. Burk, on va éviter d'y penser. Ça fait glou-glou dans notre bouche. Une véritable coulée de lave. Et maintenant, roulement de tambour pour notre ami l'hippopotame. Vous savez, cet animal qui a l'air d'un gros marshmallow ? Eh bien, il peut ronfler aussi fort qu'un concert de rock. On pourrait presque le prendre pour le chanteur principal d'un groupe appelé les Hippo-Rockers. C'est incroyable, non ? Un petit dodo après le déjeuner et voilà qu'il réveille toute la vallée. En parlant de dodo, savez-vous que les manchots aussi font la sieste ? Sauf que il y a une petite différence. Premièrement, les manchots font la sieste pour survivre et deuxièmement, leur micro-sieste dure 4 secondes. Passons à une rocker qui donne soif. Les éléphants peuvent boire jusqu'à 200 litres d'eau par jour. C'est énorme. Si on les invitait à une partie, ils boiraient toute la piscine. Je me demande s'ils prennent des douches ou si c'est juste parce qu'ils ont soif. Et si tout ça vous fait perdre des cheveux, pas de panique. On en perd une centaine par jour. Alors, un de plus ou un de moins. C'est comme si notre tête faisait le ménage toute seule. Allez hop, du balai les vieux cheveux. Mais quand je dis les cheveux, ce n'est pas parce que vous vieillissez. Je vais vous dire un secret. Tous les êtres vivants ne perdent pas leur santé en vieillissant. Les poissons buffalo, par exemple, vivent plus de 100 ans et pourtant, en vieillissant, leur santé s'améliore. Je les envie. Bon, je parle, mais à force, mon émission va commencer à ressembler à un long métrage. Et puis, oula, mes amis les hippo-rockers donnent un concert ce soir et je suis en retard. Alors salut et à bientôt pour de nouvelles infos étonnantes et extravagantes. Merci Louise pour cette chronique incroyable. Et maintenant, je m'adresse au public. Est-ce que vous pensez avoir l'esprit logique ? Si c'est le cas, c'est ce qu'on va voir avec Victoire, qu'on retrouve avec un grand plaisir. Bon, la première est facile. 90% des Français réussissent cette question. Sachant qu'il faut 3 minutes pour faire cuire un œuf à la coque. Combien de temps faut-il au minimum pour faire cuire 4 œufs à la coque ? A. 6 minutes. B. 9 minutes. C. 3 minutes. D. 12 minutes. C'était la réponse C. 3 minutes, car le temps de cuisson est le même pour chaque œuf. Bravo si vous avez réussi. Passons au second niveau. 60% des Français y arrivent. Quel animal complète cette suite logique ? Araignée, bison, chien, dauphin. A. L'écureuil ou B. La sauterelle. Je répète. Araignée, bison, chien, dauphin. C'était la réponse A, car c'est l'initiale de chaque nom d'animal. Araignée A, bison B, chien C, dauphin D. Vous y arrivez, c'est bien. Mais saurez-vous répondre à cette question ? Il n'y a que 10% des Français qui y arrivent. Combien de fois au minimum faut-il trancher un gâteau classique pour obtenir 8 parts égales ? 3 fois. 2 fois de façon classique pour obtenir 4 parts égales et 1 fois sur la tranche dans toute sa longueur. Avant-dernière question. 5% des Français y arrivent. Sur un réveil digital classique, à quelle heure la somme des 4 chiffres sera-t-elle la plus élevée ? C'est à 19h59 car si on additionne tous les chiffres, ça fait 24. Si vous arrivez à résoudre cette question, vous êtes le roi de la logique. 1% des Français ont su répondre. Quel chiffre complète cette suite logique ? 100, 11,
9, 8, 7. Je répète, 111, 9, 8, 7. Je vous donne un indice, c'est comment ils s'écrivent. C'était 5, car tous les nombres proposés s'écrivent en 4 lettres. Merci de m'avoir écouté. Merci Victoire. Et passons à des énigmes cérébrales à l'univers captivant des publicités. Tout de suite, des pubs. Oh là là, c'est bien sale ici, je ne sais pas quoi faire. Et si tu essayais Aspirto? Aspire quoi? Aspirto, c'est un super aspirateur qui aspire tout. Et en plus, il est à moins de 50% sur toute la gamme Aspirto. Et seulement jusqu'à demain. Alors rendez-vous en magasin. Aspirto, l'aspirateur qui aspire tout. Oh là là, ça coupe la peau des fesses, cet avion. Mais avec Kangourax, la nouvelle casquette à hélice, rechargement solaire et c'est plus portable. Utilisez vos pédales à main. Pas problémax avec Kangourax. Avec Kangourax, volez un max. Salut chers acheteurs, flemme de bouger? Robotoc, pas envie de travailler? Robotoc, sortir les poubelles, c'est fini avec Robotoc, il fait tout à votre place, il nous facilite la vie, c'est fini les soucis. Profitez du Prime Friday, moins 30% sur toute la gamme des Robotoc, Robotoc. Maintenant, voyageons tous ensemble dans le pays de la gastronomie, de la joie et de la bonne humeur. Je parle bien sûr de l'Italie. Ciao à tutti. On se retrouve sur la célèbre radio Rai Cultura dans l'émission Les collégiens à la conquête de Rome. Aujourd'hui, nous avons avec nous quelques envoyés spéciaux, se trouvant dans les lieux romains les plus connus. Et c'est à vous, cher public, de repérer où ils se trouvent. C'est parti per fare un giro a Roma. Rentrons dans le vif du sujet avec Valentin, en direct du Centro Storico de Rome. Pouvez-vous nous en dire plus? Bonjour à tous, je me trouve avec Camélia, une belle et jeune italienne à Rome. Bonjour Camélia. Buongiorno. Alors elle va présenter un monument en italien et je vais vous le traduire. Il mio monumento era stato costruito nel 27 a.C. dal generale Agrippa. Camélia nous dit que notre monument a été construit en 27 avant Jésus-Christ par le général Agrippa. È un tempio romano. C'est un temple romain. Oggi è una chiesa, più precisamente la Basilica Santa Maria. Elle nous dit qu'aujourd'hui c'est une église, plus précisément la basilique de la Sainte Vierge. A Parigi c'è anche questo monumento, si trovano delle tombe di celebrità. Je pense que vous avez déjà trouvé, mais encore un dernier indice. Il y a d'autres monuments tels que celui-ci dans le monde. Comme à Paris, on y trouve des tombes de célébrités. Qual è il nostro monumento? Alors Valentin, le public n'a pas trouvé. Quel était le monument? C'était le Panthéon. D'accord, merci. On va poursuivre avec le prochain groupe. Donc la recherche au monument va continuer. Bonjour, pouvez-vous nous en dire plus s'il vous plaît? Bon, le courant ne passe pas très bien, on attend. Alors Alexandre. Alors, je suis tout de suite avec Ulysse qui va vous présenter le premier monument. Ciao, io vi faccio visitare il Vaticano. Sono con Alexandre in un monumento vecchio. Ulysse va vous faire visiter le Vatican. Le monument qu'il visite a été construit en 1473 et c'est un monument ancien. Lui fa parte del Museo del Vaticano. Il fait partie des musées du Vatican. Il luogo dove mi trova è il luogo dove i cardinali eleggono il Papa. Le lieu où se trouve Ulysse est là où on élit où les cardinaux élisent le pape. Il stile di questo monumento è il Rinascimento. Le style du monument est la Renaissance. Ha un célèbre pittura di Michelangelo. Il a une célèbre peinture de Michel-Ange. Si trova in Vaticano e una cappella famosa. Il a une chapelle célèbre. C'est une chapelle célèbre. Alors, cher public, vous n'avez toujours pas trouvé? Alexandre, c'était quel monument? C'était la chapelle Sixtine. C'était la chapelle Sixtine que nous ont fait découvrir Ulysse ainsi qu'Alexandre. Et on poursuit avec Raphaël. Toujours au Vatican, c'est ça, mais dans un autre monument. C'est ça, Raphaël? Buongiorno, il luogo dove mi trovo è stata costruita durante il IV secolo. Le lieu où Raphaël se trouve a été construit pendant le IVe siècle. Lei è costruita dall'imperatore Costantino sul luogo del martirio di San Pietro. Il a été construit par l'empereur Constantin sur le lieu du martyre de Saint-Pierre. Oggi il Papa ci celebra le messe. Aujourd'hui, le pape y célèbre les messes. Merci Alexandre de nous avoir traduit toutes ces phrases et expliquées en italien par Raphaël. Cher public, le monument était... C'était quoi? C'était la basilique Saint-Pierre. C'était la basilique Saint-Pierre que nous ont fait découvrir Raphaël
ainsi que Alexandre, se trouvant à Rome. Et on poursuit donc avec d'autres personnes qui se trouvent, Juliette et Alexandre. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre monument, s'il vous plaît? Bonjour, je suis ici avec Juliette qui va nous donner quelques exemples qui vont être traduits par moi. Questo monumento è stata la scena la più celebre del film La Dolce Vita di Federico Fellini. Ce monument a servi de toile de fond à la scène la plus célèbre du film La Dolce Vita de Federico Fellini. Il Papa Clemente XII ha voluto la realizzazione del monumento nel 1732. Le pape Clément XII a voulu la réalisation du monument en 1732. E l'architetto Nicola Salvi che è stato scelto. La leggenda è che se voi buttate una moneta nel monumento sopra la spalla, voi tornate un giorno a Roma. Alexandre dit que c'est l'architecte Nicolas Salvi qui a été choisi. La légende est que si vous jetez une pièce de monnaie dans le monument par-dessus votre épaule, vous finirez un jour par revenir à Rome. Juliette va vous donner le dernier indice. Questo monumento, si voi buttate due monete, voi incontrate l'amore della vita e tre monete vi sposate con un romano. Si vous jetez 2 pièces, vous rencontrez l'amour de votre vie, et 3 pièces, vous vous mariez avec un roman. Merci beaucoup. Donc, vu que je ne vois que le public n'est pas bien réveillé ce matin, je vais directement vous dire quel était ce monument. Le monument était la Fontana di Trevi, c'est bien ça? Oui. D'accord, donc on attend le prochain groupe qui est en train de se mettre en place. Je ne sais pas si vous nous recevez, Antonio. Bonjour, donc on poursuit avec 2 monuments à trouver, cher public. Il y a sur les lieux donc 3 franco-italiens. Ils vont nous en dire plus. Bonjour, je m'appelle Baptiste. Je me trouve à Rome accompagné de 2 franco-italiens, Alberto et Pietro. Aujourd'hui, vous allez devoir deviner le nom de 2 monuments italiens. Andiamo. Passiamo al primo monumento. Sono costruito nel 70 d.C. J'ai été construit en 70 après Jésus-Christ. Mi trovo in un luogo antico. Je me trouve dans un lieu antique. C'erano i combattimenti di gladiatori nel monumento. Il y avait des combats de gladiateurs dans mon monument. Cher public, c'était donc? C'était le Colisée. Bravo. On poursuit. Et maintenant, nous allons passer au 2e monument. Sono nel sito archeologico il più importante di Roma. J'étais le site archéologique le plus important de Rome. Io sono un complesso con molti edifici, religiosi, politici e altri. Je suis un complexe avec beaucoup d'édifices religieux, politiques et autres. Era il cuore della Roma antica. J'étais le cœur de la Rome antique. Merci beaucoup. Baptiste, alors, c'était quoi ce 2e monument? Le public l'a trouvé? Non, Baptiste? C'était le Forum romain. Merci beaucoup, Baptiste. Donc, ils nous ont fait découvrir 2 monuments, dont le Forum romain. Et c'est parti donc pour notre dernière petite expérience en Italie avec Alice. On poursuit donc avec le plus dur pour la fin. C'est ça, Alice? Si. Donc bonjour, nous nous retrouvons actuellement accompagnés de Alice qui se trouve en direct de Rome et qui va nous parler de son monument. Bonjour Alice. Buongiorno Camelia. Il mio monumento è una maschera di marmo di un uomo. Donc elle nous indique que son monument est un masque en marbre avec un visage masculin. È stato costruito al primo secolo a.C. Puis ensuite elle nous indique qu'il a été construit au 1er siècle avant Jésus-Christ. È una bella fontana. Que c'est une belle fontaine. Basata sulla leggenda, quando tu metti la tua mano nella bocca della maschera, questo dice se tu dici la verità o no, e per questo che si chiama la bocca della. Donc elle nous indique pour finir que selon la légende, quand on met sa main dans la bouche du masque, cela détecte si vous dites la vérité. C'est pour cela qu'elle se nomme la bouche de la. La bouche de la. Eh ben c'était la bocca della verità, traduit la bouche de la vérité. En français, donc cher public, merci de nous avoir écoutés. Vous n'avez pas trouvé beaucoup de monuments, on a dû vous en souffler beaucoup, mais ce n'est pas grave. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres petits voyages de partout dans l'Italie. Merci. Ciao. Ciao.
Merci à vous, les troisièmes, et surtout à Madame Barbet de nous avoir fait découvrir ce magnifique pays qui est l'Italie. Et maintenant, explorons désormais une conversation captivante. Tout de suite, le débat. Un petit problème technique. Tout va bien ? Commençons. Alors, pour vous, c'est quoi un ami ? Expliquez-moi, donnez-moi des petites idées. Manon ? Pour moi, un ami, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un avec qui on se dispute forcément, on ne peut pas toujours s'entendre avec lui, mais quelqu'un auquel on peut faire confiance, quelqu'un auquel on peut confier ses secrets, qui est là pour nous réconforter quand on en a besoin. C'est vrai, mais les autres ? Moi, pour qu'un ami soit un vrai ami, il faut que ce soit de la véritable amitié. Il faut pas qu'il nous abandonne, parce qu'un vrai ami, c'est quelqu'un qui, comme a dit Manon, sur qui on peut compter. Aussi, c'est quelqu'un qui, quand on se dispute, il va pas nous lâcher tout de suite. Si par exemple la corde, c'est comme si quand une corde se coupe, et quand la corde elle est coupée, ensuite on fait un nœud et on se rapproche à nouveau. Il va pas nous laisser tomber comme ça. Ah oui, et toi, Kimi, qui reste silencieuse dans ton coin, t'en penses quoi ? Pour moi, un ami, c'est quelqu'un sur qui on peut compter et qui va nous accompagner souvent pendant notre enfance, sur qui on peut s'appuyer quand on a des difficultés, qui va nous guider en quelque sorte dans le chemin de la vie. Oui, Manon ? Je reprends sur ce que dit Kimi. Elle a parlé de pendant notre enfance, mais on peut avoir des amis également quand on est adulte, des proches avec qui on reste en contact et tout, des personnes, des amis. Oui, c'est vrai, vous avez toutes les deux raison. Un ami, c'est vraiment une personne avec qui on est vraiment proche, où on a de la complicité. Vraiment, vous avez toutes les trois raisons. Et vous, le public, pour vous, c'est quoi un ami ? Un ami, c'est aussi une personne à qui on peut partager ses passions et on passe son temps. C'est quelqu'un à qui on peut faire confiance, comme on a déjà dit. Et voilà, on peut passer son temps avec lui, et voilà. Quelqu'un d'autre dans le public ou... C'est une personne qui sera franche avec toi, même si c'est pas forcément pour ton bien, il va te dire la vérité. Merci le public pour ça. Quelqu'un d'autre encore ? Un ami, c'est une personne à qui l'on peut se confier. D'accord. Alors maintenant, à présent, on va explorer de manière approfondie les défis et les réussites qui ponctuent le chemin exceptionnel des joueuses de football à présent présenté par Alexandra. Alors, bonjour à tous. Oui, je vais vous présenter comment se passe le football féminin. Donc, tout d'abord, l'Angleterre est le berceau du football féminin en 1881. Alors que cela faisait déjà longtemps que les garçons tapaient dans un ballon de football, c'est en 1881 qu'eut lieu le premier match officiel de football féminin. En 1895, une aristocrate écossaise féministe et aventureuse, Florence Dixie, fonde l'équipe British Ladies Football Club. Des matchs sont organisés à travers tout le pays et rassemblent de nombreux spectateurs. En France, le Féminin Sport, fondé en 1912 par deux enseignantes d'éducation physique, est le premier club de football féminin. L'activité se développe dans la région parisienne, surtout dans les milieux populaires. Le premier championnat de France est mis en place lors de la saison 1920-1921. Vers 1920, on compte alors plus de 150 clubs en Angleterre et 18 en région parisienne. Un gros coup d'arrêt 1920-1970, mais très rapidement, sous des prétextes sanitaires et moraux, les instances footballistiques masculines font court-circuiter le football féminin. En Angleterre, la Football Association décide en 1921 d'interdire la pratique.
Quant au gouvernement de Vichy, alors plutôt favorable au sport féminin, il interdit en 1941, le jugeant nocif pour les femmes. En France, sous l'égide de la FFF, le championnat de France redémarre en 1974-1975. Même s'il faut attendre 1984 pour qu'une femme, Marie-Lou Duringer, soit élue au conseil de la FFF. Malgré tout, le football féminin demeure encore accompagné de préjugés qui critiquent ces garçons manqués qui jouent au football. L'activité s'accommode mal avec l'idée que l'on se fait de la féminité. La Coupe du Monde 2011 s'est déroulée en Allemagne. Elle marque un virage important dans le développement du football féminin. Le football féminin sort de l'ombre de son homologue masculin. En 2019, la Coupe du Monde est organisée en France. L'équipe de France féminine de football a été éliminée le 12 août 2023 en quart de finale de la Coupe du Monde contre l'Australie. En 2023, il y a en France 225 817 licenciés. Merci Alexandra pour ces révélations incroyables. Et maintenant, voyageons à travers le temps pour découvrir des énigmes intrigantes liées au masque de fer. Oui, bonjour, bienvenue dans cette chronique, ou plutôt cette anachronique, sur le masque de fer. En exclusivité, nous recevons deux invités qui vont essayer d'élucider l'énigme du plus célèbre prisonnier. La rumeur court, Louis XIV, le roi Soleil, aurait volé le pouvoir à son frère. Qu'en est-il ? Le masque de fer a été ambassadé le 18 septembre 1698. Il s'est retrouvé avec beaucoup de prisonniers d'état d'arrêt pour raisons politiques. On lui dit qu'il était le frère secret de Louis XIV et que l'une de ses maîtresses, ou l'amant de la reine, ou du frère du roi. Nous avons avec nous Monsieur Voltaire. Je vous ai prévenu, c'est une anachronique. Nous avons avec nous Monsieur Voltaire qui accepte de témoigner de façon tout à fait anonyme. Oui, bonjour. Il se trouve que j'étais embastillé en 1717 et certains prisonniers que j'ai rencontrés ont connu le masque de fer. C'était apparemment un jeune homme à la taille majestueuse et à la silhouette élégante et noble. Il était raffiné, jouait de la guitare ou du violoncelle, m'a-t-on dit, et on lui donnait à manger des repas délicats. Je pense donc qu'il s'agissait certainement d'un personnage important, sûrement un noble. J'ai aussi entendu que le masque du prisonnier était en métal. Le bas du masque bougeait grâce à un système de ressorts. Pour manger, je pense qu'il s'agissait du jumeau de Louis XIV, dont l'apparence était défigurée par un intrigant masque en métal. Merci pour toutes ces informations. Nous avançons sur le sujet. Les historiens se sont penchés sur cette histoire grâce aux archives de la Bastille. Une rencontre avec le masque de fer aurait été jetée une bouteille à la mer, n'est-ce pas ? Oui, effectivement. Il aurait jeté une assiette sur laquelle était gravé un message. Un pêcheur l'aurait récupéré avant de l'apporter au gouverneur de la Bastille qui se serait montré très mécontent, craignant que le pêcheur n'ait décrypté le message. En fait, ce dernier ne savait pas lire, sinon il aurait sans doute été emprisonné ou tué pour ne pas trahir le secret sur l'identité du détenu. Mais ce n'est qu'une légende. Alors oui, il y a eu un mystérieux prisonnier à l'époque de Louis XIV. Son visage était bien caché par un masque, mais celui-ci était fabriqué en fer et pas du tout en fer. Cet homme a été emprisonné dans plusieurs lieux, toujours accompagné du même directeur de prison, mais nous ne savons pas qui il était. Peut-être un homme qui connaissait des secrets diplomatiques qu'on ne voulait pas qu'il raconte. Une chose est certaine, il n'a aucun lien de famille avec Louis XIV. Celui-ci n'a pris la place de personne. Nous voilà rassurés. C'était en direct de Radio Fréquence Méditerranée. Sur cette anachronique a été réalisée avec le magazine d'histoire Junior numéro 107, publié en mai 2021, et numéro 80, publié en décembre 2018. Merci à vous. Et de la création littéraire aux perspectives publiques, cette transition nous conduit à sonder les pensées et les réflexions. À toi, Julia. Bonjour, alors moi je vais faire un sondage. Il y a déjà un sondage qui a été fait, mais ce ne sont pas les mêmes questions. Avec la première question, c'est as-tu un journal intime ? Tout d'abord, j'ai interrogé 25 filles et 25 garçons de 6e. Et
35 personnes sur les 50 ont répondu oui. Et du coup, les 15 qui restent sont 15. Combien de temps passes-tu sur les écrans par jour? On a 5 personnes qui passent moins d'1 heure, 18 qui passent entre 1 et 2 heures, 25 qui passent entre 2 et 3 heures et 2 personnes qui passent 5 heures ou plus. Ensuite, la troisième question est combien de sports fais-tu? Alors, il y a 6 personnes sur celles que j'ai interrogées qui ne font aucun sport. 14 personnes qui font un sport, 20 personnes qui font 2 sports, 7 personnes qui font 3 sports et 3 personnes qui font 4 sports ou plus. Alors, pour cette question-là, j'ai demandé à un 6e de me dire sa couleur préférée. Et ensuite, j'ai interrogé plusieurs autres personnes pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensaient de cette couleur. Cette personne a dit le bleu. 20 personnes, c'est leur couleur préférée. 15 personnes ont répondu je l'adore. 7 personnes, je l'aime bien. 5 personnes, je l'aime pas. Et 3 personnes détestent la couleur bleue. Et la dernière question, c'est quelle est ta marque de téléphone préférée? Alors, on a Apple en première place avec 41 votes, Samsung en deuxième place avec 6 votes et Xiaomi avec 3 votes. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous. Et maintenant, nous allons passer à des météos sur bande dessinée. Prenons la place pour... désolé pour le problème technique. Passons à la palette changeante du ciel tout de suite, la météo spéciale. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la météo pour le week-end, une météo spéciale bande dessinée. Attention, vendredi soir, il y aura une pluie d'évasion d'Alton, surtout à Nice, alors ne sortez pas sans votre Lucky Luke. Samedi matin, des bulles souffleront à plus de 100 km/h. Pif, paf, vlan. Il y aura de fortes rafales d'onomatopées, principalement dans le centre, mais ceci s'estompera avec une bonne chute. Dans la journée de dimanche, il y aura des envahisseurs romains par intermittence, mais ils se dissiperont avec l'arrivée de Astérix et Obélix. Enfin, dans la soirée, le temps sera lourd. Attention aux Rastapopoulos, qui éclateront sur Nice. Protégez-vous avec Tintin. Bonne journée pleine de péripéties avec le 9e art. Tout de suite, l'horoscope des métiers. Verseau, vous avez une très grande imagination pour construire de nombreux bâtiments, en passant par des ouvrages artistiques. Vous essayez de respecter l'écologie. Pourquoi ne pas devenir architecte? Poisson, vérifier la bonne glisse, le confort et la sécurité des tournants et des rebonds des toboggans, c'est amusant. Vous adorez les toboggans les plus rapides, que ce soit dangereux ou calme. Vous aimez les sensations fortes et quand vous arrivez à la fin du toboggan, vous adorez nager comme un poisson dans l'eau. Un testeur de toboggan aquatique, voilà le métier qui vous correspond. Bélier, vous aimez mettre la main à la pâte et vous aimez vous lever tôt. Le métier de pâtissier est fait pour vous. Taureau, votre rêve de devenir super-héros peut devenir réalité. Vous aurez la force d'un super-héros si vous choisissez de devenir déménageur d'iceberg. Vous déplacerez des icebergs de 2 tonnes et vous allez sûrement sauver des milliers de personnes du naufrage. Nous vous en remercions. Gémeaux, vous adorez vous occuper des autres, tel un soldat du feu. Et nous connaissons aussi votre talent pour les gestes de sécurité. L'esprit de pompier est en vous dès 11 ans. Vous rêvez de sortir les gens du feu. Vos proches vous admirent pour votre travail remarquable. Cancer, goûtez le chocolat, vous adorez ça. le chocolat, c'est votre passion. Vous êtes un grand gourmand. Devenez goûteur de chocolat pour conseiller les chocolatiers, leur donner des idées. Par souci professionnel, bien sûr. Lion, Vous ne craignez pas le sang, les cadavres ne vous font pas peur. Vous êtes minutieux, le ménage fait partie de votre quotidien. Vous suivez les enquêtes de près. nettoyeur de scènes de crime, ce métier est votre idéal. Vierge,
Votre don pour l'écriture apporte beaucoup de bonheur à ceux qui vous lisent. Vous êtes très inspiré, vous pourriez être écrivain pour biscuits chinois. Balance. Vos encouragements mèneront vos athlètes au plus haut niveau. Vous ne baisserez jamais les bras. Si vous aimez lancer des défis et vous surpasser, alors vous ferez un super entraîneur sportif. Scorpion. Vous prenez soin de votre corps, vous dansez où que vous soyez. Vous vous exercez pour votre chorégraphie. Vous appréciez les événements sportifs ou artistiques, un vrai danseur ou une vraie danseuse est en vous. Sagittaire. Les serpents ne vous font pas peur et vous aimez prendre soin des autres. Nous avons un métier inédit pour vous, tireur de venin de serpent. Capricorne. On vous donne des symptômes, vous en déduisez la maladie dont souffre votre entourage. Vous prenez soin des autres et vous sauvez des vies, rien que ça. Médecin, un métier qui vous convient. Aujourd'hui, nous recevons avec plaisir Hervé Bonneau. Emma va l'interviewer. Bonjour, bonjour Monsieur Bonneau. Bonjour Emma. Bonjour. Donc Monsieur Bonneau, vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler de vos projets d'écriture et vos projets d'avenir surtout. Donc vous êtes actuellement ingénieur en architecture navale, mais vous avez toujours eu cette passion pour l'écriture. Donc votre rêve s'est concrétisé dès 2018 lors de la publication de votre premier roman, Une vie à l'autre, et édité au Pays rêvé, qui est aujourd'hui devenu donc une trilogie au cours de la même année. Vous avez donc à ce jour 7 publications et une dizaine de nouvelles publiées sur votre blog. Donc ma première question pour vous serait, pouvez-vous présenter en quelques mots vos œuvres et nous dire en quoi elles consistent exactement? Alors déjà merci de me recevoir. Présenter mes œuvres, c'est un peu compliqué de tout résumer en une phrase. J'ai plusieurs romans, donc ce sont principalement des romans, où je vais aborder des thèmes très variés. Donc ça va être de la science-fiction, ça peut être aussi de la philosophie, de la psychologie. Disons que j'ai un thème qui est commun, qui serait peut-être le côté un monde meilleur. Donc en fait, tous mes romans aspirent à un monde meilleur, que ce soit être mieux avec soi-même, mieux avec les autres ou mieux vivre en société. Et dans ce cas-là, quelle serait votre publication dont vous êtes le plus fier et pourquoi? Alors encore une question compliquée. C'est comme si vous demandiez à vos parents, si vous avez des frères et sœurs, lequel vous préférez. Donc pour moi, ce sont tous mes enfants, donc je les aime tous de manière différente, mais tous autant, parce que en fait, chacun de ces livres a sa propre histoire, a un lien particulier avec moi. Et donc forcément, choisir un livre, c'est comme dire à un parent, choisis un enfant. Voilà. D'accord. Et avez-vous toujours eu l'intention de publier vos écrits? Pas du tout. Donc déjà, je n'ai jamais pensé écrire un livre. Quand j'avais l'âge de l'audience qu'on a aujourd'hui, je ne pensais pas du tout à ça. J'étais même plutôt... maintenant, je suis ingénieur, donc en fait, j'étais plutôt scientifique. J'étais pas du tout intéressé par le français. Je lisais aucun livre. Et puis, finalement, c'est un jour, j'ai eu envie d'écrire des idées d'histoire qui sont venues dans ma tête. Et puis, une fois qu'on a écrit quelques pages et qu'on a réussi à aller au bout d'une histoire, c'est là où on commence à se dire, et si je la publiais, cette histoire? Voilà, mais au départ, forcément, on n'écrit pas pour ça. Et du coup, dans ce cas-là, encore une question difficile, quelle serait pour vous la définition de la littérature, vu votre histoire? Alors ça, c'est plus facile pour moi. Ah Non, alors la littérature, il y a plusieurs définitions, parce qu'en fait, on n'a pas tous la même vision de la littérature. Pour moi, la littérature, c'est un divertissement. Donc ça se compare, on peut dire, je regarde la télé, je regarde un film, je lis un manga, c'est du divertissement, c'est-à-dire que le but de la littérature, c'est de passer un bon moment, d'être transporté ailleurs pendant un instant, et voilà, et de voyager un petit peu. Alors forcément, c'est une définition très large, donc ça veut dire que on a besoin d'une grande variété de textes, parce qu'on est tous différents et on a tous besoin de voyager différemment. Et donc forcément, la définition va varier suivant les personnes. Mais en tout cas, c'est ça. En tant qu'ingénieur, donc comme je l'ai dit, votre métier vous aide-t-il à la composition de vos écrits? Beaucoup, parce que, en tout cas, voilà, la manière dont j'écris, j'ai besoin que ce soit logique. Voilà, moi, je suis donc ingénieur. En étant ingénieur, je cherche toujours la logique. Parfois même, je fais des calculs un peu compliqués pour mes livres, parce que j'ai besoin d'une cohérence parfaite. C'est-à-dire que vraiment, je vais chercher tous les détails pour m'assurer que je n'ai rien oublié, que ça se tient de bout en bout. Même si au final, ces détails, je ne vais jamais en parler dans mes livres, dans ma tête, il faut qu'ils existent pour que je sache exactement
ce que mon personnage va faire, dans quel lieu il se trouve, quelle est la situation et comment il va réagir. Voilà. Et donc, je vais parler d'un livre spécifique avec lequel je vous ai découvert. C'est « Pourquoi les méchants sont-ils méchants ?», publié en 2019. Et vous développez du coup l'idée selon laquelle nous sommes tous le méchant de quelqu'un d'autre. Donc vous le faites à travers des petites histoires courtes avec des mises en situation du quotidien. Et donc je vous pose alors la question, pensez-vous qu'il y a un méchant universel, c'est-à-dire un méchant dans toutes nos histoires ? Alors, disons que pour moi, bon déjà si on parle d'un livre, d'une histoire, on peut tout inventer. Donc forcément, on va dire, oui, le méchant ultime pourrait exister. Maintenant, si on essaye de rendre ce personnage réel, donc d'essayer de se connecter à la réalité de notre monde, là, je pense que non, c'est pas possible. Parce que même si on est tous le méchant de quelqu'un d'autre, on est également tous le gentil de quelqu'un d'autre. Et parfois, c'est vrai qu'on peut voir certains personnages où on se pose cette question, on dit, mais en quoi il peut être gentil ? Quelle est la trace de gentillesse qui reste ? Et je suis certain qu'elle existe, parce qu'elle a existé un jour. Pour moi, déjà, on n'est pas méchant, on le devient. Donc ça veut dire qu'à un moment, quand on est bébé, on a une part de gentillesse, et cette part, il y a toujours un petit bout qui reste. Et puis également, il y a une question d'angle de vue, de point de vue. Un méchant va être méchant pour sa victime, mais peut-être que quelqu'un d'autre qui aura une autre vision va considérer que c'est un gentil. Je vous donne un exemple. Vous prenez un animal sauvage qui va peut-être vous attaquer, ou qui va attaquer votre petit chien ou quelque chose comme ça, vous allez vous dire, mais il est méchant cet animal, il faut peut-être l'abattre, etc. Sauf qu'en fait, lui, il cherchait juste à se nourrir. Donc de son point de vue ou du point de vue de sa famille, c'est pas lui le méchant, c'est vous, parce que vous allez vous en prendre à lui. Donc c'est vraiment une question de point de vue. Et je pense qu'aujourd'hui, le méchant ultime dans la vraie vie n'existe pas. Donc votre dernière publication, là en novembre 2023, nommée « Après la pluie vient le beau temps », est donc sortie récemment. Et donc je voulais vous demander pourquoi avoir choisi ce titre et d'où vient cette inspiration pour ce titre en particulier ou pour l'histoire en général. Alors ce titre, bon déjà ce qu'il veut dire, c'est que peu importe les problèmes que vous allez traverser dans votre vie, parce qu'il y en aura toujours, il y a un moment où ça va passer. Donc ça déjà, il faut toujours se le dire. Et c'est un peu ma philosophie de vie. C'est-à-dire que moi, par exemple, là je suis dans une école, donc si je me mets dans votre état d'esprit, quand j'avais votre âge, souvent il m'arrivait de stresser parce que j'avais un gros contrôle, plein d'examens, etc. Et que je me dis, je vais pas y arriver, j'ai pas le temps de réviser, donc on n'est pas bien. Et en fait, ce qui me faisait tenir, c'est que chaque fois, je me disais, oui, mais en fait, le contrôle, c'est demain. Donc ça veut dire qu'après-demain, je suis tranquille. Et donc chaque fois, en me disant ça, je me disais qu'il y a toujours un moment où les problèmes vont passer. Et donc, c'est un peu cette idée-là. Donc, ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'était pousser cette idée plus loin avec un personnage qui va complètement sombrer dans la folie, qui va complètement perdre pied. Donc, je voulais un peu traiter aussi le sujet de l'absurde, de la folie. Et donc, de se dire que même dans sa situation à elle, il y a toujours un moment où, finalement, on peut dépasser ça. Et même si on perd pied, il y a un moment où ça ira mieux. Donc, finalement, vu votre profil, pensez-vous que la littérature et la science sont des disciplines inévitablement contraires ? Non. Rien n'est contraire, tout est complémentaire. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais opposer en fait, des sujets ou des formes d'art. Tout est complémentaire. Comme j'expliquais, moi je suis à la base scientifique et on pourrait croire que la littérature, c'est pas pour moi. Et finalement, maintenant, j'écris des livres, alors qu'avant, j'en lisais pas. Donc c'est juste une question d'évolution, on gagne en maturité, on gagne en envie, on a envie de faire autre chose, et c'est complémentaire, et puis voilà. Ok. Avez-vous donc... Donc ma dernière question serait, avez-vous des projets en cours, et si oui, quelles sont vos ambitions en général pour plus tard, en tant qu'écrivain ? Alors oui, j'ai beaucoup de projets. Alors, répondons d'abord à l'ambition. Je rêve un jour d'être un écrivain à plein temps et de quitter mon travail d'ingénieur, même si j'aime beaucoup l'ingénierie. Ah oui. Maintenant, mes projets, là je travaille sur un gros projet qui va comporter environ 10 à 15 romans qui seront tous liés entre eux avec plein d'univers différents, où il y aura beaucoup de science-fiction, fantasy, fantastique, voilà, il y aura vraiment beaucoup de thèmes. Et donc ça, je travaille là-dessus. Je pense que j'en ai pour 10 ans avant d'arriver à tout faire. Et en parallèle de ça, j'aimerais bien aussi développer des BD. Donc j'ai déjà lancé un projet, donc je cherche un éditeur à l'heure actuelle pour la BD.
Et donc j'aimerais bien en fait développer tout cet univers et toutes ces histoires en roman et en BD en parallèle avec des spin-offs en BD. Merci beaucoup Hervé Bonneau, c'était très intéressant. Et retrouvez-nous sur FM Radio. Merci à vous deux pour cette interview incroyable. Et oui, chers auditeurs, c'est ainsi que se termine la 3e édition de l'Atelier Radio. Merci à Madame Casgrain et à Jean-Luc, car tout cela, c'est grâce à vous. Vous voulez dire un mot ? Écoute, on est en direct, là, on est en train d'enregistrer. Merci en tout cas à tous, vous avez été vraiment exceptionnels. Je vais vous faire un compliment. Depuis que je fais ça avec toutes les écoles, vous avez été la meilleure émission que j'ai enregistrée. Voilà, et bravo, tu as vraiment une fibre de journaliste parce que tu as interviewé M. Bonneau mieux que ce que je l'ai fait moi quand il était venu à la radio. Donc, vous pouvez tous vous applaudir. Merci. Je rappelle qu'on a enregistré cette émission ici à l'école, l'Institut Stanislas de Nice. Merci à tous ceux qui étaient avec nous. Merci M. Bonneau, merci. Et puis surtout, on va applaudir celui qui a été le maître de cérémonie, qui a vraiment mené cette émission de main de maître. C'est Boris, vous pouvez applaudir très fort. Allez, on va rendre l'antenne. Fréquence Méditerranée, la radio de la Riviera française.